Et le tuto pêcheur.com, on retrouve Stéphane avec deux experts, dont un expert que nous avons vu ce matin, Eric, et puis Fred Julien, puisque nous allons parler perche, comme vous pouvez le voir devant nous sur la table. Et Fred, on t'a vu hier ici même, lors de Canal Gratis. Perche Pro. Perche Pro. Alors, ouais, l'éternel second. Le poulidor de la pêche, quoi. Jusqu'au bout, le suspense, mais il excelle quand même malgré tout dans cette discipline. On a pu le voir hier sur Perche Pro ici, c'était diffusé en permanence. Et du coup, ouais, second. À combien? Ouais, je veux pas savoir. Mais si. Arrête d'être désagréable comme ça. À combien de centimètres second? Non, regarde au prochain. C'est pas la taille qui compte. Ça t'arrange. Mais bon. Ah, ça se joue à 1 centimètre. Voilà. Second à 1 centimètre de cette compétition qui est quand même réputée maintenant sur le plan international. Tout le monde la regarde et c'est chaud, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la compète malgré tout, et avec des bons moments également. La compète dure, pure, comme vous savez le faire, vous, parce que les temps n'étaient pas toujours cléments, mais c'était au top. Si on parlait de perche un peu, d'ailleurs, Stéphane, tu as des questions qui sont tombées sur le Facebook de pêcheurs. Alors tout à fait, on a des questions, mais je voulais aussi souligner qu'on était avec Alexandre Godefrin. Ah oui, Alex. Là-haut. Double champion de France 2018-2019 de street fishing. Bravo, Alex. Mais on peut l'applaudir parce que c'est junior, double champion du monde, de France junior de street fishing. Exactement. Et donc là, il va démater des basses. Ça va le changer. Alors apparemment c'est meilleur que la perche, mais bon. Il paraît. Justement, est-ce que le basse est meilleur que la perche et inversement? Non. Je me souviens plus. Il dit non. Il dit non. Non, je parle à pêcher. En revanche, je te laisse lancer la première question à nos experts. Alors, première question de Charles Alamo. Quand il y a une chasse de perche, quelle leurre lancer? Tout dépend avec quelle heure tu es en train de pêcher. Quand une chasse se déclenche généralement assez proche de nous, voire des fois un petit peu trop loin, il faut être opportuniste. Si tu as une canne, tu lances le leurre que tu as sur la canne. Exactement. Déjà. Et si tu as de la chance d'avoir des cannes montées... Tout le monde n'a pas plusieurs cannes. Alors la question c'est, est-ce qu'on lance sur la chasse, en amont, en aval, devant, derrière? En fait, souvent une chasse, elle a une direction, on va dire. C'est-à-dire que, hormis d'avoir un bouillon statique, mais ce que vous pouvez essayer d'observer immédiatement, c'est déjà ce que le poisson vous dit. Soit il est là parce qu'il y a quelque chose qui le retient, il chasse autour, et donc la chasse, elle ne bouge pas. Par exemple, vous avez une branche, un herbier, donc ça chasse dans l'herbier, ça reste là, il y a quelque chose qui est en statique, maintient la chasse, et auquel cas, vous pouvez lancer sur la chasse. Mais si c'est des chasses de plein eau, on va dire, où il n'y a rien qui retient la chasse, vraisemblablement, le poisson fourrage qui est chassé, il n'est pas plus con que mal habillé, il va essayer de se barrer. Donc, il ne va pas rester au même endroit, il va se barrer. Et c'est là où vous voyez souvent les chasses typiques de perches, où vous voyez les perches au cul des ablettes ou d'autres fourrages, et qui sont en train de chasser, donc elles ont une direction. Donc, c'est un peu comme tout, quoi. Si vous chassez dessus, le temps que vous lanciez, que vous réagissiez, vous serez toujours derrière. Si elles sont en groupe, vous avez potentiellement un poisson qui est derrière, que vous n'avez pas vu, qui va monter. Mais vous avez toujours un peu plus de chance si vous précédez et que vous essayez de shooter avec précision devant la chasse. Alors ça, c'est un premier plan. Effectivement, envoyer sur les chasses, c'est toujours... Moi, j'ai bien aimé le tout début. Le leurre qui est sur la canne, je l'envoie. Elles sont actives et immédiatement, la première animation sera effectivement la première, tomber la bonne. Ça, je pense, aussi. En revanche, dans les questions, il y a toujours des questions un peu tordues, mais bon, là, pour l'instant, je vais rester dans les techniques, dans toutes ces questions. En hiver, quelle leurre préférez-vous pour pêcher la perche? En hiver, parce que là, on parlait le premier leurre venu sur une chasse, mais en hiver, on ne voit pas toujours les chasses de perche, ou rarement. En France, du moins, c'est le cas.
Est-ce qu'il y a un leurre prédestiné pour l'hiver, des leurres souples, durs, métalliques c'est vaste, hein, c'est super vaste, mais bon, c'est une question qui est posée en hiver. Est-ce que vous avez un leurre fétiche? Moi, je vais aller comme ça. Est-ce que vous avez un leurre fétiche pour l'hiver? Alors, des leurres fétiches, j'en ai beaucoup. J'ai trop de leurres, ça doit être ça le problème. L'hiver, avec la température de l'eau, comme tous les poissons ont tendance à réduire un petit peu leur activité, leur vitesse de déplacement. Donc j'ai une préférence pour le leurre souple. Généralement 6-7 cm, c'est ma dimension, celle que je préfère, avec entre 7 et 10 grammes. Et je vais pouvoir peigner des colonnes d'eau, voir le fond lentement. C'est celle, l'hiver, qui me rapporte le plus de touches, et notamment sur des poissons en plus de grosse taille, quoi. Ah, je suis d'accord et pas d'accord. Voilà, c'est ça ce qui est bien. Non, en fait, effectivement, comme tu le dis, Eric, c'est que on va vouloir présenter de l'heure plus lentement parce que le froid ralentit l'activité. Donc déjà, ils vont s'alimenter moins souvent et donc ils vont moins se déplacer. Ils vont rester près du frigo, près du garde-manger. De temps en temps, ils vont manger dans la journée et après, ils vont se reposer. Donc on va avoir tendance à essayer de pêcher plus précis là où les poissons sont puisqu'ils ne vont pas se déplacer. Donc on va déjà pêcher plus précis. Si vous pêchez en linéaire, les leurres les plus lents, on va dire, ça sera le souple. Parce que c'est là où vous pouvez ralentir le plus votre leurre, voire le laisser près du fond, gratter, etc. C'est là où, par exemple, les techniques de Carolina sont redoutables. Dès que vous avez des fronts froids, des eaux un peu froides, Carolina, travaillez très lentement, vous pouvez alléger. Le leurre, il est tout seul, sans aucun plomb. Donc juste la densité du leurre fait que votre leurre va bouger. Vous pouvez pêcher super lentement dans le fond, à racler. Et là, vous aurez beaucoup de touches. Après, quand vous pêchez à la verticale, vous pouvez pêcher aussi sur des bancs. Là, vous les identifiez, vous les localisez. Et là, pour le coup, agresser le poisson avec des leurres à jiguer, donc des leurres métalliques, fonctionne très bien. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça va agresser la curiosité des perches. Elles vont commencer à se rassembler autour. Et vous, en tapant le fond, vous allez faire un nuage de boue. Et dans ce nuage, en fait, si vous voulez, la proie, elle disparaît. Votre leurre va disparaître dans ce nuage. Et souvent, vous verrez que c'est au moment où votre leurre sort, elles sont intéressées. Et au moment où vous ressortez votre leurre de ce nuage, clac, elles vont se mettre à le prendre. Et en fait, vous aurez déclenché l'agressivité d'un poisson qui est léthargique, mais curieux, et qui, à un moment donné, ne va pas passer outre cette opportunité. Il va devoir tester qu'est-ce que c'est qui fout le bordel. Et elles vont être intéressées pour une simple et bonne raison que le moindre morceau de verre de vase qui traîne dans le coin, etc., va être remué par ça. Donc vous allez les mettre en activité en pêchant comme ça. C'est pour ça que les pêches techniques de pêche sous la glace, etc., c'est ce qu'on appelle du pilking. C'est vraiment jiguer un leurre sur le fond, taper, faire du bruit et attirer les poissons qui sont léthargiques. Pour vous, quelle est la meilleure saison pour la perche? Celle où elle mord. Voilà, c'est ça. Les poissons n'arrêtent pas de s'alimenter. Donc, il y a des périodes où c'est plus facile pour le pêcheur de les pêcher et des périodes où c'est moins facile. Il est évident que vous êtes pêcheur du bord, vous allez préférer l'été parce que les zones d'herbier vont être des zones de chasse et de refuge. Vous êtes en hiver, le pêcheur du bord va avoir un handicap, c'est qu'il va devoir rechercher des zones où le poisson fourrage va se réunir. Et c'est pas forcément près de la berge que vous trouverez votre fosse ou le point de rassemblement du fourrage. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises périodes. En hiver, vous faites des super perches de perche parce qu'elles restent actives, elles restent mordeuses. Mais vous aurez un peu plus de chance si vous êtes en bateau ou en flotte tube. Maintenant, du bord, l'été, c'est génial, quoi. On va le faire parler du coup, notre streeter. Puisqu'on a quelqu'un qui pêche du bord et qui est double champion de France. Donc là, on parlait du bord. Qu'en penses-tu, toi, Alexandre? Quelle leurre utilises-tu? Comment pratiques-tu la pêche de la perche du bord? Je pêche essentiellement Carolina, avec une balle principalement en tungstène pour la discrétion et la protection de l'écosystème. Après, sans billes,
sans billes parce que le bruit de la balle contre l'hameçon, je préfère ce bruit-là. En street, j'ai remarqué que ça fonctionnait très bien et ça servait à rien de rajouter des trucs sur sa ligne qui pouvaient juste Donc, enlever les sensations en fait. un leurre souple, Oui. tu mets un leurre souple avec une petite balle Carolina, c'est ça? Oui. Tu fais un montage Carolina, tu mets une petite balle en tungstène. Et quel leurre souple utilises-tu? Finesse, shad, Essentiellement du finesse à 90%. 90%. Tu as un taux de réussite assez impressionnant. Et est-ce que tu es plus sur... Bah si tu me fais comme ça, mais puisque tu es quand même double champion de France junior de pêche de bord, de street fishing, tu as quand même des notions. C'est sûr que c'est pas simple à expliquer devant tous ces gens-là, parce que c'est impressionnant, mais justement tu es là pour ça. C'est-à-dire que de bord, tu arrives à faire des choses que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Donc il y a bien quelque chose. Tu ne pêches pas uniquement en finesse, et tu pêches avec des poissons nageurs aussi? Non, très rarement. Même en été, des fois, des leurres comme un chubby peut sauver une pêche, mais gratter le fond en street, vu que c'est des poissons essentiellement très éduqués, le Carolina avec un finesse derrière, ça marche tout le temps et c'est une technique vraiment pour le street et surtout pour les compétitions qu'il faut connaître. Voilà, donc tu changes de coloris éventuellement et de finesse. Oui. Mais tu gardes ta technique favorite qui est le finesse pour l'instant et qui t'a rapporté des points, puisque c'est pas rien si aujourd'hui tu es 2 fois champion de France et que tu es monté en haut du podium. Autre question, Steph? Oui, une question pour Fred. Fred, t'es plus soft ou hard? Et entre parenthèses, au fait, on ne voit plus aux soirées. Ouais, ça, c'est pas une question d'un internaute, à mon avis. Je connais l'internaute, Si. moi. Ouais. Donc, soft ou hard pour la pêche? La perche. Les deux font partie de l'arsenal à avoir. Il n'y a pas. On Tu te mouilles pas, hein. on peut pas partir en soirée mal habillé. C'est pas possible. Moi, j'en ai une intéressante question, une super intéressante, du coup, c'est vrai. Là, que pensez-vous de mettre une maille à la perche en France? C'est protéger les poissons, c'est super important. Donc il n'y a pas de raison, que ce soit pour la perche, pour n'importe quel autre poisson, mettre des mailles. Alors après, il y a la discussion de... On met des mailles inversées, on met des mailles avec des fenêtres de capture, etc. Il faut s'adapter en fait à ce qui est le plus efficace. Mais il est vrai que si vous avez une surpopulation de perches et du nanisme, etc., mettre une maille, ça paraît ridicule. Et les perches sont sujettes au nanisme quand elles sont en surdensité. Ce n'est pas le cas partout, mais voilà. Donc une maille, oui, mais elle doit être en corrélation avec le milieu. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a en France, c'est à changer les réglementations et à les adapter exactement à ce que le milieu nous indique. Comme on fait très peu de monitoring de population, on n'est pas foutu de savoir s'il faut mettre une maille à 25, qui est très bien dans certains cas, ou s'il faut, comme dans certains cas cette année, protéger la perche et sacrifier les petits individus et mettre la maille, par exemple, entre 25 et 40, je veux dire, voilà. Et protéger, en fait, la bonne partie de la population qui, en fait, a le plus fort potentiel de reproduction. Simplement pour faire très court, sur les mailles inversées, pour bien comprendre pourquoi on autoriserait à taper dans les petits stocks. Ça peut paraître compliqué à comprendre. En fait, c'est très simple. C'est que vous avez entendu le mot pyramide de population. Une pyramide de population, c'est les individus les plus vieux dans le milieu naturel, c'est les plus malins, ceux qui ont su résister aux divers dangers, qui ont su résister aux diverses attaques de maladies et autres. Mais sauf que c'est les moins nombreux. Et en bas de la pyramide, vous avez la plus forte population, c'est les jeunes, qui eux sont nombreux, naïfs et qui vont tomber dans le panneau de plein de dangers. Donc la plus forte mortalité, vous l'avez en bas de l'échelle, pas en haut de l'échelle. Chaque fois que vous tapez en haut de l'échelle, potentiellement, un individu malin comme un singe et super endurant face aux maladies. Tu sais de quoi tu parles, là. Celui-là, il a une valeur génétique.
chaque fois que vous enlevez ce poisson-là, vous enlevez une valeur génétique potentielle. Donc, si vous avez 10 individus qui arrivent, chaque fois que vous en enlevez un, c'est 1/10 d'un super potentiel que vous enlevez. Maintenant, pour ces 10 individus, au départ, ils étaient 1000. Chaque fois que vous en enlevez un parmi 1000, statistiquement, la chance d'enlever un individu génétiquement, d'enlever un super-héros de la population, elle est faible. Donc il vaut mieux qu'on tape avec un faible impact statistique sur les débuts de la population, parce que statistiquement, on protégera des individus qui auront le potentiel à devenir gros. Par contre, quand vous tapez dans les gros, c'est 100% vous tapez dans un potentiel génétique. C'est pour ça que la fenêtre de capture est intéressante. Tapez dans les petits et les gros. C'est pour ça qu'on ne tape pas. Je sais pas qui c'est qui fait le petit. Est-ce que les grosses perches sont toujours solitaires? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Il y en a quelques-unes qui peuvent avoir... ça dépend des régions, des endroits et certains pays. Hein, Fred connaît bien ça. Elles peuvent avoir des comportements un peu solitaires comme certains d'autres prédateurs carnassiers. Mais bien souvent, là où on en voit le plus de gros sujets, il n'est pas rare qu'elles soient... Enfin, il est pas rare. Il est très souvent... Elles sont très souvent en groupe, en fait. En fait, c'est une équipe armée de gros poissons à quelques centimètres près, malheureusement, Fred, de plus de 40 qui sont capables de surgir sous un bateau derrière un seul leurre pour essayer de choper le leurre que la voisine a pris. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas un poisson qu'on a fait monter, mais c'est 40. Entre 30 et 40, ça arrive assez souvent sur certains lacs. Et on a très bien vu Fred, lors de sa compétition, ramener un gros poisson et son collègue, ou l'inversement, vite plonger un leurre à côté pour essayer d'en prendre une seconde, parce que souvent, elle monte en groupe, en fait. Pour un poisson, le fait de devenir individualiste et de s'isoler arrive avec le temps et arrivera toujours en fonction du biotope et de sa capacité, en fait, à trouver un intérêt à chasser seul. Tant que vous chassez en groupe, vous trouvez un intérêt et c'est plus facile de chasser en groupe. Donc tous les biotopes qui ont des cohortes de gros poissons qui chassent en groupe sont des biotopes qui se comportent bien et qui sont productifs. En Suède, vous avez des biotopes qui sont extrêmement productifs. On trouve des quantités de poissons. Là, on fait 300 poissons plus de 300 poissons sur 3 jours. On fait 20% de poissons au-delà de 40, entre 40 et 43. On fait 20% de poissons entre 40 et 43. Pour avoir ce type de rassemblement de gros poissons, il faut avoir un biotope qui est extrêmement prolixe. Sinon, les individus ont tendance à s'isoler parce qu'ils y trouveront un intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de nourriture, donc ils vont se mettre à chasser en solitaire, tout seuls, et ils y trouveront un intérêt. La bascule, elle se fait là. On va conclure maintenant, puisque nos 30 minutes sont passées, hein, les lives s'enchaînent, mais en revanche, la question qui a été aussi posée, à votre avis, ça va être bref, jusqu'à quelle taille peut-on espérer voir des perches? Quelle taille la plus grosse, à mon avis, peut-on voir? Ils ne vous demandent pas vos prises à vous, mais ce qu'on pourrait estimer. On a vu avec nos expériences sur les différentes manches du CNPL à l'époque, championnat de France, des poissons approcher les 60 cm sur certains biotopes, certains lacs. C'est pas le cas partout, mais je pense que des poissons de plus de 60 peuvent être pris ou ont été vus. En tout cas, j'en ai croisé et vu sur d'autres bateaux assez souvent. Est-ce que tu te rappelles à Guerlédan dans le bar? Oui, on a des photos sur les lacs landais de perches à 63. Alors, dans le bar à Guerlédan, le bar qui fait tous les ans le record, là, bon, peu importe comment ça se passe, il y en a une qui est naturalisée, qui fait 66 cm. Donc elle date d'il y a quelques années, c'était au lac de Guerlédan. Je me souviens lors d'un concours à FCPL de l'époque, le gars nous avait montré les différents records et là il y avait cette perche record que j'avais vue. Je ne connais pas plus gros moi aujourd'hui, je n'en ai jamais vu de plus grosse, mais voilà, on dit autour de 60. Hein. C'est des individus qui restent exceptionnels. Je pense que des gros poissons, quand vous tapez
54-55. Pour nous tous qui chassons la perche, voilà, moi mon record, c'est une journée à 3 poissons à 54. Depuis, je rame pour en faire un par jour de temps en temps. C'est exceptionnel et je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs. La barre des 50 tombe régulièrement, enfin régulièrement. Si on les recherche, etc., on arrive à la barre des 50. 55, on commence vraiment à avoir une belle limite. Et je pense qu'au-delà, c'est vraiment des poissons d'exception. Mais ils existent. Ouais. Merci messieurs. Ce poisson fabuleux qui est la perche, je vous conseille de vous y donner parce que c'est un poisson fabuleux, sportif, malin et qui donne énormément de plaisir. Vous savez, je guide depuis 17 ans et j'ai souvenir de mes premiers guidages n'étaient axés uniquement que sur la perche. Et j'ai des souvenirs beaucoup plus mémorables qu'avec un silure par exemple. Le silure, il y a toujours un souvenir en guidage, mais les perches, j'avais des joies à bord du bateau que je ne retrouve plus au jour d'aujourd'hui sur certains autres poissons. Mais la perche, c'est fabuleux. Du plus petit au plus grand, on y prend tous du plaisir. Merci mes experts. Merci à vous. Si vous voulez, Fred est venu avec quelques petits autocollants en bout là-bas. Il vous dédicacera ces petits autocollants. Fred est là. Au lieu d'être sur le stand Navicom en dédicace, tu pourras nous faire 2-3 dédicaces sur tes petites cartes qui sont là. Merci Steph. On se retrouve pour un autre tuto. Sur le brochet avec Sylvain Legendre. Et quand? Ce soir en fin de journée, 18h je crois. D'accord, ça marche. Merci Merci messieurs. à tous. Nouveau direct dans quelques instants ici même. À tout de suite.